Yorana, Aranga et bienvenue dans Manava, votre émission Info Service, que ce soit pour explorer les îles ou simplement se déplacer plus facilement. La location de véhicules est devenue une partie intégrante de notre quotidien. Aujourd'hui, parlons-en avec Pouhere Vio, responsable du bureau des activités de transport à la DTT, la direction des transports terrestres, Yorana. Yarana. Tienan Jiré, directeur de Pacifica. Yorana. Et enfin, Johan Kapmas, commercial IARD à Poema Assurance. Yorana. Déjà, sachons de quoi est-ce qu'on en parle. Pouhere, on parle de location de véhicules. Qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, on parle effectivement de location de véhicules sans chauffeur. C'est une profession qui est réglementée sur le territoire depuis un certain temps et qui a été réformée en 2014. Il faut savoir que la location de véhicules sans chauffeur, c'est exclusivement pour les locations de moins de 6 mois ou égales à 6 mois. Au-delà de la location de plus de 6 mois, là, on change de cadre réglementaire et de statut. Donc, ce sont des locations de véhicules motorisés exclusivement et en particulier des voitures particulières, des camionnettes, des deux roues motorisées et des quads. Il n'y a pas de location, par exemple, de vélo, puisque là, ça ne rentre pas dans ce cadre réglementaire. Donc, tu as précisé une location sans chauffeur. Ça existe quand même des locations avec chauffeur de 6 mois environ, on va dire. Alors là, du coup, en fait, dès qu'il y aura un chauffeur, ça change d'activité de transport. Et là, on a d'autres réglementations, par exemple les taxis ou les véhicules de remise pour les VIP. D'accord. Donc, concentrons-nous aujourd'hui sur la location de véhicules sans chauffeur. Quel est le rôle de la DTT dans la régulation des services de location? Alors, la direction des transports terrestres est chargée en fait de réceptionner les déclarations préalables des personnes qui souhaitent en fait ouvrir des agences de location sur l'ensemble du territoire de la Polynésie française. Et nous sommes chargés d'instruire, d'étudier, de vérifier que les documents délivrés sont conformes et qu'ils respectent les normes pour pouvoir proposer des véhicules à la location. Donc, pour résumer, que tout soit en règle. Que tout soit en règle. On vérifie aussi derrière si les véhicules sont conformes techniquement. Donc, il y a des visites techniques qui sont réalisées périodiquement pour ces véhicules-là. Donc, quand je dis périodiquement, c'est tous les 6 mois. D'accord. Donc, parlons à ceux et celles qui n'ont peut-être jamais fait de location. Tiens, comment est-ce que ça fonctionne, une location? Je viens, je demande le véhicule, je le prends et c'est bon. Ben, dans l'absolu, oui. Après, il est préférable évidemment de réserver à l'avance pour être sûr d'avoir la disponibilité du véhicule que l'on souhaite, le tarif que l'on souhaite. C'est vrai qu'en venant en last minute, comme tu viens de le décrire, on peut avoir l'inconvénient de ne pas avoir de véhicule disponible ou de devoir aller sur un véhicule Qui ne correspondrait pas à ses besoins. Exactement. Mais dans l'absolu, c'est aussi simple que ça. Après, il faut bien sûr se présenter avec son permis de conduire, le moyen de paiement, le moyen de la carte bleue également qui permet de réaliser la caution. Mais dans l'absolu, oui, c'est assez simple. Est-ce qu'il y a des limitations, par exemple des limitations d'âge? Je viens d'avoir 18 ans, je viens d'avoir mon permis, est-ce que je peux venir louer un véhicule? Alors, c'est possible de louer aux nouveaux conducteurs. Après, selon les sociétés de location, certaines le pratiquent, certaines ne le font pas. Mais dans l'absolu, d'un point de vue réglementaire, c'est tout à fait possible pour un jeune conducteur qui vient d'obtenir son permis de se faire plaisir et d'aller louer un véhicule. Après, c'est au niveau de la franchise, des assurances, etc., que ça joue en réalité. Et à l'inverse, je suis un Matahiapo et j'ai envie d'aller louer un véhicule. J'ai 77 ans, je peux venir? Alors, au-delà de 70 ans, il va falloir nous fournir un certificat médical. D'aptitude à conduire? Exactement. Il devra être renouvelé, si je ne me trompe pas, tous les 3 ans. Hein. Donc ça, c'est important de le préciser parce que c'est une règle qui n'existe pas en métropole et on a souvent des problématiques avec des clients, des touristes qui viennent de métropole et qui ne comprennent pas en fait pourquoi on leur réclame ce document. Mais effectivement, au-delà de 70 ans, on va, en plus du permis, en cours de validité, demander ce certificat médical. Pouhere, pourquoi avoir inscrit cette réglementation? Alors, c'est une très ancienne réglementation dans le Code de la route polynésien qui date de 1985. Et justement, là, pour une fois, on est pionnier par rapport à la France métropolitaine qui, là, est en train de discuter de la possibilité de mettre en place aussi cette obligation-là. Et c'est pourquoi? Parce que naturellement, passé un certain âge, on peut être plus susceptible d'avoir des défaillances, tant visuelles ou auditives ou autres. Et c'est pour s'assurer que la personne est toujours apte à pouvoir conduire et circuler pour être pour se prémunir, pour éviter d'être un danger
tant pour elles que pour les autres. Johan, même pour les assureurs, c'est rassurant de savoir qu'il y a cette réglementation, en tout cas sur ce cas-là en particulier. Oui, je pense que c'est rassurant pour l'ensemble déjà de la population, puisque un conducteur, il est présent sur la route, ça peut être un danger pour lui-même, comme le disait Poiré, mais également pour les autres. Dans un second temps, c'est quelque chose qui permet de limiter des causes d'accidents, et donc bien entendu, ça permet d'encadrer un petit peu la location. Alors, en tant qu'assureur, votre rôle, c'est d'assurer, hein, c'est très logique, mais est-ce qu'il y a un processus spécifique avec les assurances dans le système de location? Alors c'est vrai que l'usage location est un usage un peu particulier en assurance. C'est d'ailleurs pas évident et nous sommes très fiers chez Poema d'avoir négocié avec des partenaires qui nous font confiance pour pouvoir assurer les résidents et polynésiens sur de la location de véhicules. Voilà, c'est pas évident. Il faut se battre chaque année pour qu'ils reconduisent ce partenariat-là. Donc aujourd'hui, on peut le proposer. C'est une activité qui s'est développée, qui est aussi en plein essor du fait du développement touristique et des différentes niches qui sont ouvertes avec des vols un peu différents, une clientèle un peu différente. Donc voilà, on essaye de coller vraiment à ce qui se fait, de pouvoir accompagner l'ensemble de la population dans ces développements d'activités-là. Poiré, on est déjà dans la réglementation, Ouais. tu voulais réagir? Oui, justement, je voulais rebondir en fait sur ce qu'il disait, que c'est une particularité aussi de la Polynésie française, c'est que la location de véhicules sans chauffeur est une profession réglementée sur le territoire qui diffère totalement de la métropole, encore une fois, puisque en métropole, ça relève du code civil et donc du louage de choses. Et du coup, là, au côté assurantiel, c'est justement une différence à mettre en place pour trouver justement des produits assurantiels pour ce type de location. C'est parfait, donc ça veut dire qu'il faut que j'ai une patente ou une spécificité et que je sois en règle. C'est quoi la réglementation pour ceux qui louent des véhicules? Effectivement, il faut se déclarer auprès de la CCISM pour s'enregistrer justement au répertoire des entreprises. Et surtout, c'est se déclarer au préalable à la direction des transports terrestres avant d'exercer toute activité. C'est nécessaire puisque nous, on vérifie. Il faut savoir que c'est un parc de véhicules déclaratifs. Ça veut dire que la personne envisage dans son projet de louer 10 véhicules particuliers. Ça ne veut pas forcément dire qu'il va sortir 10 véhicules. Mais nous, on va venir vérifier qu'il a l'emplacement des places de stationnement nécessaires pour stationner potentiellement 10 véhicules. Mais s'il le souhaite, il peut sortir qu'un seul véhicule à la location. Donc ça veut dire que moi, en tant que particulier, je ne peux pas aller louer mon véhicule au tonton du quartier, par exemple. C'est totalement interdit. La location de véhicules entre particuliers est interdite sur le territoire parce que justement, encore une fois, contrairement à la métropole, il n'y a pas de contrôle technique des véhicules particuliers sur le territoire. Seul le contrôle technique des véhicules professionnels existe sur le territoire, donc les personnes qui transportent d'autres personnes, donc les professionnels qui transportent des personnes, des particuliers, et les marchandises, les véhicules de marchandises. Ces véhicules-là sont contrôlés avec une périodicité différente. Pour les locations de véhicules, donc c'est tous les 6 mois, excepté les 2 roues. Pour le moment, les 2 roues ne sont pas contrôlés techniquement. Mais du coup, ça permet de s'assurer que le véhicule présente toutes les garanties nécessaires et de sécurité et sont conformes au code de la route. Ça permet de se prévenir d'accidents potentiels et de circuler, de louer avec un véhicule qui, au final, est à présent des vis cachées ou est une épave. Donc, la location de véhicules entre particuliers sur le territoire est totalement interdite. Donc si je reprends l'exemple, je ne peux pas louer mon véhicule au tonton d'à côté, mais par contre, est-ce que je peux, si j'ai une voiture qui dort chez moi, la proposer à Tienon, par exemple, pour que lui puisse la louer, puisqu'il est en règle? Alors, non, ça c'est aujourd'hui impossible de pouvoir proposer en fait à une agence de location, puisque l'agence de location est propriétaire des véhicules qu'elle met en location. Tienon, justement, ce genre de règles sont-elles restrictives pour vous ou au contraire, ça fait appel à la sécurité, que ce soit de vous ou même de ceux et celles qui viendraient louer vos véhicules? Non, je pense que c'est tout à fait nécessaire d'avoir des règles, puisque, comme Poiré vient de l'indiquer, ne serait-ce que la visite technique qui nous est imposée tous les 6 mois, c'est une garantie à la fois pour nous d'avoir un suivi de qualité sur les véhicules que l'on met à disposition et surtout pour le consommateur de rouler en toute sécurité. Donc, sans règles, on pourrait avoir tout et n'importe quoi sur la route et in fine des accidents et potentiellement des victimes. Donc,
Non, les règles, dans le cadre de notre activité, c'est nécessaire. Parlons assurance dans ce cas-là. Johan, qui prend une assurance lors d'une location de véhicule? C'est le loueur, le locataire? Est-ce que c'est déjà dans le contrat de location? Tout à fait. Nous nous adressons, nous, aux professionnels de la location. Nous, derrière, nous assurons que derrière, ils aient fait l'ensemble des démarches et qu'ils soient raccord avec la réglementation, notamment la déclaration dont parlait Poiré vis-à-vis du nombre de véhicules, mais également sur les véhicules qui vont être immatriculés, d'avoir déclaré l'usage location. Là encore, quand on immatricule et qu'on sort un véhicule, il faut faire cette demande-là et le préciser à la DTT, à la Direction des Transports Terrestres. À partir de ce moment-là, on va pouvoir accompagner le client dans la sortie du véhicule et pouvoir l'assurer sur son activité. Et c'est quel type d'assurance? C'est une assurance de responsabilité civile, une assurance tout risque? C'est quoi l'assurance que l'on a quand on loue un véhicule? Alors, à vrai dire, la norme et ce qui se fait, on va dire à 95%, on est sur du tout risque avec des délégations qui sont en faveur ou du financeur, c'est-à-dire de la banque, ou de la défiscalisation, qui reste jusqu'à paiement des échéances propriétaires du véhicule. Voilà, donc en cas d'accident, ce seraient ces organismes-là qui seraient indemnisés, en cas de perte totale notamment. Pour ce qui est des 5% restants, c'est des personnes qui ont acheté leur véhicule sur fonds propres, donc ils ne sont pas dépendants, et à ce moment-là, ils peuvent choisir le type de garantie qu'ils souhaitent. Donc s'ils veulent rouler avec un véhicule au tiers, et en cas de perte totale, perdre l'ensemble de leur investissement, libre à eux, ils peuvent, et en tout cas, ils ont la liberté de le faire. Mais de manière générale, c'est vraiment les personnes s'assurent en tout risque, parce que c'est un vrai investissement, il y a un vrai travail de gestion. Si on reste sur la sécurité, Tienan, comment est-ce que vous tracez vos véhicules pour éviter les vols, par exemple? Alors, on équipe tous nos véhicules de GPS. Après, les vols de véhicules, en tout cas de voitures, ça reste très, très, très rare sur le territoire. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas vraiment de risque. Nous, on les trace surtout pour être en capacité de porter assistance n'importe où dans l'île, même auprès de touristes qui ne sauront pas forcément nous indiquer où est-ce qu'ils sont où exactement? ils se trouvent. Après, sur les scooters, sur les 2 roues, puisque nous, on loue également chez Pacifica, on loue également des 2 roues. Et effectivement, là, on peut avoir des vols. Et de la même manière, on utilise donc des traceurs GPS qui permettent de pouvoir retrouver le véhicule sur l'île si nécessaire, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres outils pour la sécurité, que ce soit de vous ou même des usagers? On parlait d'assurance juste avant. Est-ce qu'il y a par exemple des dashcams, des petites caméras embarquées dans une voiture qui peuvent voir un incident? Non. Alors, ça, à ma connaissance, personne n'utilise ce système aujourd'hui, en tout cas en tant que loueur de véhicules. C'est pas bête de penser à ça, mais non, on n'a pas de système de sécurité particulier en réalité, hein. Ça reste assez classique de ce point de vue-là. Par contre, du coup, je vais rebondir sur cette question, je vais retourner vers Poiré parce que tu as eu une réaction. C'est faisable, c'est possible de le faire? Pour les dashcam, c'est ça, hein. Alors en fait, là, c'est des points à étudier. Aujourd'hui, ça ne se fait pas sur le territoire. Oui, ça peut se faire dans d'autres pays, on le voit très bien, hein, notamment aux États-Unis ou autres. Là, il faut mener des réflexions puisque du coup, c'est des images qui sont captées au détriment des autres personnes. Et donc là, ça soulève des réflexions juridiques à avoir. Aujourd'hui, en tout cas, c'est dans le code de la route, rien n'est spécifié à ce niveau-là et encore moins pour la location de véhicules. Parlons des règles toujours, mais cette fois-ci avec les locataires. Là, on a parlé des loueurs, des assurances, mais les locataires. Je vais louer mon véhicule. Est-ce que j'ai des règles aussi à respecter? Oui, le locataire a des règles à respecter, celles qui sont prévues dans le contrat en fait, qui le lie au loueur. Là, c'est vraiment l'agence de location et son locataire qui définissent ensemble les règles de location du véhicule. Et le locataire signe ce document, enfin les deux parties signent ce document et ils sont tenus de respecter ces règles-là. Ensuite, le locataire, lorsqu'il loue le véhicule et qu'il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique, il est bien évidemment soumis aux règles et au respect du code de la route. Dans ce cas-là, je me tourne vers Tienan. Il y a des règles particulières, hormis le code de la route, bien sûr. Je pense à une règle simple et logique, ramener le véhicule en bon état. Par exemple, ne pas fumer dans le véhicule, ne pas utiliser le véhicule comme un hôtel. Enfin voilà, il y a pas mal de petites règles comme ça qu'on
Comme un Donc, hôtel, c'est-à-dire le c'est-à-dire- louer pendant une semaine et dormir dedans? Exactement, même pas qu'une semaine, hein, un week-end suffit, hein. Mais disons que voilà, il y a certaines règles que l'on spécifie au moment de la remise des clés, que l'on indique également écrit sur des petits stickers dans le véhicule, afin de mettre en alerte les locataires. Il y a également des règles de circulation, de zones de circulation interdites. La Papeno, par exemple. Je peux pas prendre une citadine et aller au fond de la Papineau alors. Non, il vaut mieux pas. Disons que la route, comme tu le sais, elle ne permet pas vraiment à une citadine de circuler sans risquer de gros dommages. Donc ça, c'est également des choses que l'on spécifie au moment de la remise des clés. C'est très important de ne pas oublier ces éléments-là, surtout pour une grande partie de notre clientèle qui est constituée de touristes qui, à travers les guides, voient effectivement ces zones à visiter et qui peuvent se mettre en danger en allant dans ces zones-là et puis risquer effectivement d'endommager le véhicule. Si par exemple dans l'entretien avec toi, je t'avoue que ça fait 10 ans que j'ai pas conduit, est-ce que tu vas me faire autant confiance qu'un jeune conducteur par exemple? Alors évidemment, si tu m'indiques au moment de la remise des clés que ça fait 10 ans que tu n'as pas conduit, évidemment je vais avoir un petit peu peur que tu aies perdu la main et que forcément tu aies peut-être un dommage, un accident. Donc voilà, c'est quelque chose qui arrive rarement, hein, ce cas-là que tu viens de citer, mais dans le meilleur des cas, on va faire un tour ensemble pour que je puisse valider que tu as bien toujours toutes tes capacités pour conduire le véhicule. Et puis dans le pire des cas, effectivement, on va peut-être décliner La location. la location, oui, tout à fait. Quelque chose d'un peu plus personnel cette fois-ci. Si j'ai un casier judiciaire, tu sais en ce moment il y a beaucoup d'accidents, pardon. Si j'en ai eu 40 en moins d'un an, pareil, est-ce qu'il faut que je sois transparent avec toi? Alors, ça, de toute façon, ça sera indiqué normalement au verso de ton permis, hein. C'est pour ça que lorsqu'on fait le départ du véhicule, on prend en photo à la fois le recto et le verso du permis. Là, tu as indiqué les différentes périodes de suspension potentielle de véhicule. C'est important parce que même d'un point de vue assurantiel, si jamais il y a un sinistre, ça va être vérifié par l'assureur. Donc nous, on se doit au moment de la remise des clés de vérifier ça. Après, je crois que sur les nouveaux permis, il n'y a plus cette indication. Sur les anciens permis roses, là, c'était bien indiqué à l'arrière. Sur les nouveaux permis format carte bleue, là, par contre, je ne crois pas avoir vu de zone où on pouvait indiquer cette suspension de permis. Je ne sais pas si... On pourrait peut-être. Sur les nouveaux formats de permis de conduire, qui, je rappelle, est obligatoire maintenant, hein, jusqu'en 2032, tout le monde va devoir passer à ce format-là. Donc je fais juste une petite parenthèse dans le sujet, c'est-à-dire que si j'ai encore un permis carte... Un permis carton rose, tous les usagers sont invités à venir à la direction des transports terrestres pour justement demander à échanger ce permis carton rose par un permis en format carte de crédit, puisque du coup, à partir de 2032, si ma mémoire est bonne, le permis carton rose ne sera plus reconnu. Donc j'en profite, on vous le remettra à la fin. Voilà, un petit aparté, j'en profite, on vous le remettra à la fin. Mais pour vous renseigner, c'est service-public.pf/DTT. On le rappellera vers la fin. Donc je te laisse continuer. Et donc du coup, sur les nouveaux formats de permis, il y a en fait uniquement les durées pour lesquelles les différentes catégories de permis sont valables. Et nous, ces durées, en fait, on les indique en fonction de s'il y a des particularités au niveau médical ou au niveau de l'âge, par exemple jusqu'à 70 ans et autres. Mais les suspensions de permis ne sont pas indiquées sur le permis. Donc, Johan, je me tourne vers toi par rapport au casier judiciaire, hein, comme on le disait. Ça change l'aspect de l'assurance? Alors, c'est pas réellement le casier judiciaire, hein, mais c'est les infractions au code de la route et l'historique et la sinistralité du conducteur en question. Effectivement, sur les nouveaux formats permis posent, si ce n'est problème, en tout cas, rendent un peu plus difficile l'interprétation par le loueur, sachant qu'une personne qui a eu des antécédents sinistres, elle doit le déclarer, et dans certains cas, ça peut faire partie des exclusions de garantie. C'est-à-dire que le loueur peut se voir en cas d'accident opposé derrière le remboursement de son véhicule, mettons, en cas de perte totale, s'il était fait par une personne qui était récidiviste de ce point de vue.
D'accord. Donc ça c'est un cas extrême, mais Mhm. si on reste sur le sinistre, ne t'inquiète pas Tinan, je n'ai pas eu d'accident, je te loue un véhicule, mais voilà, manque de bol, j'ai un accident. Johan, à qui la faute? C'est qui va devoir comment dire payer l'assurance? Ça va être moi, ça va être Tinan? Alors là, et là, il y a deux choses, hein. À chaque fois, c'est un peu le discours qu'on a aussi avec les loueurs, mais il y a le discours commercial donc du loueur avec ses clients, et puis il y a notre relation à nous en tant que partenaire, et derrière, ce qu'on va pouvoir, comment on va pouvoir régler et régulariser les choses. Pour ce qui est de la relation commerciale, le loueur peut avoir une caution. Voilà, il peut prélever cette caution pour rembourser tout ou partie des dommages qui ont été commis. Pour ce qui est de l'assurance, là, on parle de franchise, et là encore, on peut avoir des montants différents. On peut avoir une franchise, je ne sais pas moi, pour une petite citadine, autour de 35 000 francs, Mhm. alors que le loueur pratique une caution à 100 000 francs. Mais le loueur peut également décider, si la caution suffit à rembourser le dommage, derrière, à négocier avec son client, à s'assurer avec lui que ça couvre la réparation et à ne pas forcément faire appel à la compagnie d'assurance. D'accord. Voilà. Donc Il a cette liberté-là. ça c'était dans le cas d'une voiture. Sinon, je reviens vers toi dans le cas d'un deux roues. On le sait, pour ceux qui sont nés avant les années 2000, ils peuvent avoir accès au permis qui leur permet de conduire un deux roues. Est-ce que tu ferais confiance à quelqu'un qui viendrait et qui te dirait, j'ai jamais conduit de deux roues, mais sur mon permis, j'ai les capacités? Alors, ça revient au sujet que tu abordais tout à l'heure, hein, de la personne qui n'a pas conduit depuis 10 ans. Le problème, c'est que le deux roues, voilà, l'accident en deux roues, ça pardonne pas. Si tu maîtrises pas ton deux roues et que tu fais un accident, tu finis rapidement à l'hôpital. Enfin, ça peut être très grave. Donc, il est déjà arrivé qu'on ait des personnes qui sont en voyage, qui passent par la Polynésie, qui ont envie de profiter effectivement de visiter l'île en deux roues parce que c'est plus agréable, etc. Mais qui n'ont pas finalement la maîtrise du véhicule. Et ça, on s'en rend compte tout de suite, en fait, hein. On pose la question, déjà, depuis combien de temps avez-vous l'habitude de rouler en deux roues chez vous? Est-ce que ça fait longtemps? Oui, non? Et en fonction des retours, à ce moment-là, on va apprécier effectivement le risque potentiel et si jamais voilà, on considère que c'est pas raisonnable, on va plutôt orienter la personne vers la location d'un véhicule, enfin d'une voiture, quoi, hein. Et dans tous les cas, en fonction de l'appréciation que tu as par rapport au client, tu peux refuser Tout une à fait, location. tout à fait. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. C'est une responsabilité, hein, que l'on a, hein, vis-à-vis de la personne qui peut se mettre en danger, qui peut mettre en danger d'autres usagers de la route. Donc voilà, j'ai pas envie qu'on m'appelle pour me dire qu'un client s'est planté en deux roues. Oui, c'est déjà arrivé et ça arrivera de nouveau si jamais on considère que c'est trop risqué. Pouhiré, on va partir sur l'aspect écologique parce qu'on parle de location de véhicules, mais parlons des véhicules électriques. Est-ce que c'est une bonne alternative écologique ici en Polynésie française? Alors, les véhicules électriques, c'est justement, on commence à les voir de plus en plus, notamment dans les agences de location de véhicules. Je sais qu'il y a certaines agences qui ont décidé de se spécifier uniquement dans les véhicules électriques et de ne proposer que ce type de véhicule à la location. Ça pose plusieurs questions, notamment en termes de recyclage des batteries, parce qu'il faut savoir que les véhicules de location doivent forcément avoir moins de 5 ans d'âge. Mhm. Dès que le véhicule atteint 5 ans, il doit sortir du parc locatif. Ça permet de garantir en fait aux clients d'avoir des véhicules toujours plus ou moins neufs et présentant encore une fois toutes les garanties de sécurité nécessaires. Les véhicules électriques, c'est surtout dans les îles, au niveau des batteries, comment vont être gérés ce type d'engins. C'est des questions qui sont encore en suspens et à réfléchir. Donc oui, ça permet justement d'avoir des engins qui sont plus silencieux. Donc au niveau du son et de la pollution sonore, ça permet de répondre à cette problématique. Et justement, on pense souvent, je vais citer sur une certaine île sœur de Tahiti, où il y a des quads qui peuvent être proposés et qui peuvent parfois être bruyants. Certaines personnes, randonneurs ou autres, peuvent considérer ça comme étant bruyant. Et l'utilisation de quads électriques permet d'éviter, permet de réduire en fait cette nuisance-là.
Donc, ça va dépendre vraiment de la volonté du client. Est-ce qu'il veut utiliser des quads qui font du bruit ou des quads électriques? Et ça nous a permis de pouvoir terminer notre émission avec cette petite touche écologique. Alors, on vous rappelle que pour vous renseigner pour la location d'un véhicule ou autre, n'hésitez pas à aller sur service-public.pf/dtt pour la direction des transports terrestres. Merci à toutes et à tous d'avoir répondu à mes questions. Et n'oubliez pas, faites attention sur la route. C'est la fin de notre émission. On se retrouve demain pour la dernière de la semaine. En attendant, bonne soirée sur TNTV avec à 18h votre VAT Haiti. Demain, 17h, le rendez-vous est pris. Maururu itotato farerira, trahoma, parean.